Jeudi 25 juin 2026. Bonjour et bienvenue dans le journal de la matinale de Radio Kunafoni. Au micro, Sanata Koulibaly. Voici les titres. Le Venezuela frappé par 2 violents séismes qui plongent le pays dans la peur. Plusieurs morts et des centaines de blessés sont signalés. Une crise humanitaire majeure frappe les pays du Sahel et impacte fortement le secteur du tourisme dans le centre du Mali. Le correspondant de Radio Kunafoni à Banyangara nous donnera des détails. Au Sénégal, le journaliste Mor Mbaye Cissé, poursuivi pour diffusion présumée de fausses informations, obtient une liberté provisoire avant son procès en flagrant délit. Les élections primaires ont débuté dans le Maryland, ici aux États-Unis, pour choisir les candidats aux élections de mi-mandat de novembre. Gauthier Thiami de Radio Kunafoni nous donnera des détails tout à l'heure dans le journal. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, tente de rassurer le président Donald Trump sur le partage des dépenses de défense alors que l'épidémie d'Ebola s'étend avec un premier cas détecté en France. Et enfin, en page sport, nous allons parler du Mondial 2026 où le Maroc et le Sénégal confirment leurs ambitions. Le développement de tous ces titres dans un instant dans le journal. Les détails de toutes ces informations dans un instant dans le journal. Restez connectés. Rebonjour et bienvenue dans le journal La Matinale de Radio Kunafoni. 2 puissants séismes ont frappé le centre du Venezuela mercredi, faisant des dizaines de morts, des centaines de blessés et provoquant la panique dans la population. Écoutons le récit de Thierry Thibon. Un double séisme d'une rare violence a frappé le Venezuela mercredi 24 juin 2026 en fin d'après-midi, faisant au moins 164 morts et 971 blessés, selon un bilan actualisé communiqué ce jeudi par la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Les opérations de secours se poursuivent dans un contexte d'urgence nationale et le nombre de victimes pourrait encore s'alourdir significativement. Les 2 secousses d'une magnitude de 7,2 puis 7,5 se sont produites à seulement 39 secondes d'intervalle vers 18h, 4h locales VET. Leur épicentre se situait près de Morón, dans l'état de Carabobo, sur la côte Caraïbe, à environ 170 km à l'ouest de Caracas. Le second tremblement de terre, le plus puissant, constitue le plus fort séisme enregistré au Venezuela depuis 1900. De nombreux bâtiments se sont effondrés à Caracas et dans la région de La Guaira, provoquant des scènes de panique dans les rues. L'aéroport international Simón Bolívar de Maiquetía a subi des dégâts importants et a été fermé. Des images montrent des habitants fuyant les immeubles, des décombres et des secouristes à la recherche de survivants sous les ruines. Un premier bilan provisoire communiqué dans la nuit faisait état d'au moins 32 morts et plus de 700 blessés. Delcy Rodriguez a déclaré l'état d'urgence, activé un état-major de crise et suspendu les cours pour plusieurs jours. La priorité absolue reste le sauvetage des vies, a-t-elle insisté, alors que plus de 15 000 personnes seraient portées disparues selon certains décomptes. L'USGS, service géologique des États-Unis, avait émis une alerte rouge, estimant une forte probabilité de milliers de victimes en raison de la puissance des secousses, de leur faible profondeur et de la vulnérabilité de nombreuses constructions. Des modèles de prévision évoquent même un risque pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de morts dans les scénarios les plus pessimistes. Des secours internationaux sont en route. La France a notamment annoncé l'envoi de 85 secouristes. Les États-Unis ont également offert leur soutien. La situation reste évolutive. Ce jeudi matin, avec des répliques attendues, les autorités appellent la population à rester vigilante et à éviter les bâtiments endommagés. De Washington, Thierry Thibon pour Radio Kunafoni. Partons au Sahel, où la situation humanitaire se dégrade fortement. Des millions de personnes sont désormais tributaires de l'aide internationale. Claude Moutondi. Selon les dernières estimations des agences de l'ONU, plus de 24 à 29 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire dans la bande sahélienne, avec une concentration au Burkina Faso, au Mali et au Niger, au cœur du Sahel francophone. Les violences armées, les déplacements massifs de population, la baisse de la production agricole et les effets du changement climatique mettent sous pression les services de base, aggravent l'insécurité alimentaire et la malnutrition et fragilisent encore davantage des États déjà confrontés à des crises politiques et sécuritaires. Les organisations humanitaires décrivent le Burkina Faso comme l'un des épicentres de cette crise, avec plus d'1 million de déplacés internes et des besoins urgents en nourriture, eau
et soins de santé, alors que l'accès à certaines zones reste extrêmement difficile pour les ONG à cause de l'insécurité. Dans l'ensemble du Sahel central, les partenaires internationaux appellent à un renforcement des financements pour éviter un effondrement social dans les régions rurales, tandis que les États sahéliens plaide pour une meilleure coordination entre aide d'urgence, soutien aux communautés hôtes et investissement de long terme pour la résilience face aux chocs sécuritaires et climatiques. Claude Muntonji pour Radio Kunafoni. Cap sur Banyangara, dans le centre du Mali, où la crise sécuritaire a eu un impact négatif réel sur le secteur du tourisme. Plusieurs établissements touristiques sont fermés et les guides sont en chômage. Tijani Ouedraogo, le correspondant de Radio Kunafoni, nous en parle. La falaise de Banyangara est un haut lieu de tourisme qui fascinait des milliers de visiteurs chaque année. Une région qui regorge de nombreux sites touristiques. Mais la crise sécuritaire a secoué le secteur. Comme Hadi Guindo, beaucoup profitaient bien du dynamisme du secteur avant la crise sécuritaire. Dans ma galerie, il y a de l'artisanat. Et pendant la période touristique, les touristes venaient visiter et il y a d'autres qui achetaient aussi. Bon, dans l'achat, je profitais et mes artisans qui venaient me vendre des sculpteurs, ils profitaient beaucoup. Mais depuis que le tourisme a baissé, bon, voilà des objets qui sont là et qui sont en train de pourrir. Une situation qui a conduit beaucoup de guides touristiques au chômage. Suleiman Guiré est un ancien guide touristique. Il était en chômage avant de créer sa propre entreprise. Bien avant, au moment où le pays était stable, moi je vivais du tourisme, je suis un guide touristique. Au moment où l'insécurité a envahi le Mali, on a souffert au moins 1 an, 2 ans, et après on s'est dit que il faut se débrouiller et faire quelque chose. Maintenant là, tu vois, les préférés que tu vois là, maintenant actuellement c'est ce que j'ai fait moi. Ce site de 200 km abrite environ 300 villages construits en banco au cœur du plateau d'Ogon. De nos jours, beaucoup de sites touristiques sont en dégradation inquiétante. Dans son campement hôtel dans le village de Ndé, Alpha nous raconte les difficultés. Là, c'est le campement Ogon, vous êtes au campement Ogon comme ça. Avant, il y avait beaucoup de, le moment de saison touristique, il y avait beaucoup de touristes qui venaient ici, qui dorment. Il y en a d'autres qui dorment sur la terrasse, il y en a d'autres qui dorment dans la chambre. Maintenant, vous voyez, toutes les maisons sont cassées à cause de la crise, à cause de la guerre, il n'y a plus d'étrangers qui viennent. Les touristes, quand on dit les touristes, que ce soit les voyageurs, c'est eux les touristes. Il n'y a plus de voyageurs. Les gens, ils ont peur de venir. Maintenant, il n'y a plus de travail. Toutes les maisons sont cassées, c'est en banco. Parce qu'ils aimaient les maisons traditionnelles. Il n'y a plus de touristes, toujours la pluie vient, ça bime. À Banyangara comme à Koro, en passant par Bankas, beaucoup font de l'espoir sur la reprise prochaine des activités touristiques pour permettre à des milliers de visiteurs de redécouvrir la beauté culturelle des Sanga, les masques d'Ogon, les Toguna, entre autres. Tidjani Ouedraogo pour Radio Kunafoni, Koro. Au Sénégal, le journaliste Mor Mbaye Cissé du site d'information Sénéweb, arrêté mardi pour diffusion de fausses informations, a obtenu une liberté provisoire ce mercredi. Son arrestation avait suscité la polémique au sein de la corporation de la société civile qui exigeait sa libération immédiate et sans condition. Plus de précisions avec Namadjara, notre correspondant à Dakar. Les journalistes de Sénéweb, Mor Mbaye Cissé, assisté de ses avocats, a contesté les charges retenues contre lui devant le tribunal de Dakar ce mercredi. Il est poursuivi suite à la publication d'un article exclusif sur l'arrestation du fils d'un magistrat du pôle judiciaire financier. Ce dernier a été interpellé vendredi dernier en possession de 25 millions de francs CFA dans le cadre d'une enquête pour le vol de 100 millions de francs CFA pour une bande organisée. Dans ses premières déclarations, l'accusé a affirmé avoir volé l'argent directement dans l'armoire de son père. Ces déclarations ont conduit à sa mise en examen par le parquet, l'enquête de police ayant révélé que l'argent ne provenait pas des fonds du magistrat, mais bien du vol organisé. Le journaliste Mor Mbaye Cissé, qui a publié un article concernant les propos tenus par le fils du magistrat, est donc accusé de diffusion de fausses informations. Il a été remis en liberté provisoire ce mercredi après 24 heures de garde à vue. Il sera jugé lundi prochain devant le tribunal de flagrant délit de Dakar. Avant sa libération, les syndicats des professionnels des médias, le Forum du Justiciable et Amnesty International Sénégal avaient exigé sa libération immédiate et sans condition et appelé l'État sénégalais à respecter la liberté de la presse.
Namajara, Dakar pour la radio Kunafoni. C'est la fin de la première partie de ce bulletin. Restez connectés, nous reviendrons juste après la promo pour vous donner le reste des informations. À tout de suite. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance. Pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Vous écoutez Radio Kunafoni en direct de Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Au micro, Sanata Coulibaly. La suite du journal. L'Alliance des États du Sahel renforce leur alliance, une confédération qui souhaite s'imposer comme acteur politique et sécuritaire autonome. Écoutons Alimatou Traoré. Depuis hier, la capitale burkinabé accueille les travaux des experts de l'AECES chargés de préparer une session ministérielle prévue le 26 juin sur 4 grands projets, la création d'un centre de développement de la jeunesse et des sports de la Confédération, l'organisation d'un forum confédéral de la jeunesse et du volontariat, des futurs Jeux de l'AES et un salon confédéral de l'emploi. Ces initiatives doivent poser les bases d'une politique commune en faveur des jeunes du Burkina Faso, du Mali et du Niger et renforcer la visibilité de l'AES au-delà du seul champ sécuritaire en y ajoutant une dimension sociale et sportive. Créée en 2023, puis structurée en confédération, l'Alliance des États du Sahel rassemble les 3 pays autour d'un pacte de défense mutuelle et d'une volonté affichée de souveraineté renforcée. La charte de l'AES prévoit qu'une attaque contre l'un des membres est considérée comme une agression contre tous, avec un engagement d'assistance en cas de menace terroriste ou de rébellion armée, mais aussi une ambition de coopération économique et d'intégration politique dans l'espace sahélien. À travers ces réunions régulières de chefs d'État, de ministres et d'experts, la Confédération cherche à construire un cadre commun pour la sécurité, le développement et la promotion de la jeunesse, afin de faire du Sahel un espace plus solidaire et maître de ses choix stratégiques. Alimatou Traoré pour Radio Kunafoni. Lors de sa visite à Washington DC, le mercredi 24 juin 2026, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a tenté de calmer les critiques du président Donald Trump en lui présentant des chiffres montrant la forte hausse des dépenses militaires européennes à quelques jours d'un sommet sous tension de l'Alliance prévu en Turquie. Marianne Charles. Lors de sa visite à Washington DC, le mercredi 24 juin 2026, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche pour tenter de désamorcer les tensions sur le partage des dépenses de défense au sein de l'Alliance. Selon le New York Times, il a présenté au président des tableaux détaillant la hausse des budgets militaires européens, mettant en avant ce qu'il a appelé le trillion de Trump, pour illustrer l'augmentation des dépenses de défense des pays européens et du Canada depuis 2017, face notamment à la menace russe. Selon lui, ces efforts rapprochent désormais les niveaux de dépenses européens de ceux des États-Unis, un objectif longtemps recherché au sein de l'OTAN. Face aux reproches persistants de Donald Trump sur le manque de loyauté et d'engagement de certains alliés, Mark Rutte a reconnu des désaccords ponctuels tout en défendant la solidarité globale de l'Alliance. Cette séquence intervient à quelques jours du sommet de l'OTAN prévu à Ankara, en Turquie, les 7 et 8 juillet, dans un contexte de tensions liées aux opérations militaires contre l'Iran et aux attentes américaines vis-à-vis des partenaires européens. L'enjeu pour le secrétaire général reste clair. Préserver l'unité de l'OTAN et maintenir l'engagement des États. Marianne Charles pour Radio Kunafoni. L'épidémie d'Ebola qui touche la République démocratique du Congo et l'Ouganda vient de franchir un nouveau cap avec la confirmation d'un premier cas importé en France chez un médecin de retour de mission. Mohamed Silla nous en dit plus.
Depuis le mois de mai, une nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola, liée à la souche Bundibugyo, touche l'est de la République démocratique du Congo et plusieurs districts en Ouganda, où les autorités recensent des centaines de cas et plusieurs dizaines de décès. Les équipes médicales sur le terrain tentent de contenir la propagation par l'isolement des malades et le traçage des contacts, alors que les pays voisins renforcent la surveillance à leurs frontières. Hier, mercredi 24 juin, les autorités sanitaires françaises ont annoncé un premier cas d'Ebola détecté sur le territoire, chez un médecin revenu de RDC. Immédiatement hospitalisé et placé en quarantaine. Les autorités assurent que le risque de propagation reste limité, mais appellent à la vigilance pour les personnes ayant été en contact avec le patient, tandis que les organismes internationaux suivent de près l'évolution de la situation en Afrique centrale et en Europe. Mohamed Silla pour Radio Kunafoni. Le sport. 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 Au Sénégal, les 2 défaites consécutives des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2026 co-organisée par les États-Unis ont déclenché une vive polémique autour des choix tactiques de la gestion du groupe et des performances de certains cadres de l'équipe. Écoutons l'analyse du journaliste sportif Wahani Johnson Sambou. Pour le match contre la Norvège, on s'attendait à des changements parce qu'on a tous vu que l'équipe avait du mal à développer son jeu contre la France et tout le monde connaissait l'origine du problème. Parce que vous ne pouvez pas avoir la colonne vertébrale de votre équipe, à savoir Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye qui sont restés pratiquement 2 mois sans compétition et vous venez les aligner comme ça sur un match aussi intense qu'un match de Coupe du Monde, surtout votre premier match. Et après toutes ces déboires, on pensait que lors du deuxième match, il allait eu du changement. Mais malheureusement, l'entraîneur a maintenu le même changement. C'est un pari qu'il a fait, un pari qu'on pouvait respecter, mais à la fin, on a vu un peu que le problème est resté le même. Et quand on voit sur quoi on a perdu le match, c'est sur un manque de spontanéité de notre défense et une attaque qui reste encore approximative en termes de réalisme. Donc tout ça combiné, on s'est retrouvé dans le pétrin comme ça. Y a-t-il encore de l'espoir pour la suite de la compétition, étant donné que le Sénégal a concédé 2 défaites? L'espoir, il est toujours là, mais il est très mince. Il va falloir d'abord aller chercher la victoire face à l'Irak. Mais derrière, il faut aussi que les équipes qui sont devant puissent perdre. Parce que pour les 8 places de meilleur troisième, pour l'instant, le Sénégal n'y est pas. On a 0 point, on se retrouve à -3 en termes de goal average. Donc forcément, il va falloir remporter le match contre l'Irak et espérer que du côté des équipes qui sont devant, que voilà, aucune équipe ou bien qu'il y ait des équipes qui vont perdre des matchs. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Mais l'espoir, il est là, mais il est trop mince. Moi, personnellement, quand je vois comment l'équipe a presté depuis le début de cette compétition, je me demande est-ce que ça vaut pas mieux pour l'équipe de rentrer. Mais il peut y avoir un sursaut d'orgueil. Personne ne sait, on est dans une compétition. Sur un match, l'équipe peut retrouver la grinta, peut retrouver cette envie d'aller gagner. Mais pour l'instant, la déception, elle est grande, quoi. C'était Wahani Johnson Sambou, journaliste sportif, interrogé par Namadjara, notre correspondant à Dakar. Coupe du Monde 2026. Et bonjour à toutes et à tous, on débute avec la copie parfaite rendue par le Mexique, co-organisateur de cette Coupe du Monde 2026 en phase de groupe. Les Mexicains ont terminé leur phase par une victoire 3-0 contre la République tchèque. Chavez, Quiñones et Fidalgo sont les buteurs pour la tri. Le Mexique qui termine premier de son groupe alors que les Tchèques rentrent à la maison à la dernière place du groupe A. De l'autre qualifié dans cette poule, bien c'est l'Afrique du Sud qui a battu la Corée du Sud 1-0 grâce à Maseko. Un petit exploit car les Bafana avaient eu 2 expulsés lors du premier match. C'est même la première fois de leur histoire qu'ils sortent de la phase de groupe en Coupe du Monde. Et les Coréens, eux, devront attendre pour savoir s'ils font partie des 8 meilleurs troisièmes. Et dans le groupe B, c'est la Suisse qui termine finalement en tête du groupe. Les Helvètes ont grillé la politesse aux Canadiens en s'imposant 2-1 grâce à Vargas et Manzambi contre un but de Promise David. Les Suisses terminent cette phase de groupe avec 7 points devant le Canada, 4 points. La Bosnie-Herzégovine devrait faire partie des 8 meilleurs troisièmes avec 4 points elle aussi.
après sa victoire 3-1 sur le Qatar. Hier soir, les Qataris rentrent à la maison. Et puis dans le groupe C, le Brésil a terminé la phase de groupe avec une nette victoire 3-0 sur l'Écosse grâce à un doublé de Vinicius Junior et un but de Mateus Cunha, une rencontre marquée par l'entrée en jeu de Neymar pour le dernier quart d'heure de la partie. Dans l'autre match, le Maroc a battu Haïti 4-2. Hakimi et la révélation Seybaris ont marqué. Haïti est tout de même parvenu à inscrire ses 2 premiers buts en Coupe du Monde et à faire douter les Marocains en menant 1-0 puis 2-1 dans la partie. Brésil et Maroc sont donc qualifiés dans le groupe C. Et ce jeudi, 6 matchs au programme. Dans le groupe E, Équateur, Allemagne et Curaçao, Côte d'Ivoire à 22h. Japon, Suède et Tunisie, Pays-Bas dans le groupe F à 1h du matin. Et enfin, Turquie, États-Unis et Paraguay, Australie à 4h du matin dans le groupe D. Très belle journée de foot. Coupe du Monde 2026.